Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie d'être avec vous virtuellement, évidemment. Ce sont des nouvelles conditions pour vous présenter la dernière aventure que j'ai faite. Donc ça, c'était en décembre 2019, il y a à peu près un an et demi, où je suis partie pendant 3 mois marcher à travers les Andes le long d'un chemin qui s'appelle le Greater Patagonian Trail, le GPT. Alors, pour vous donner une petite introduction sur le pourquoi déjà de ce voyage, après, en fait, on va vous diffuser mon film. C'est un voyage qui est particulier. Moi, pour ceux qui ne connaissent pas ce que je fais, je voyage depuis 10 ans. En fait, j'ai eu une première vie où j'étais officier dans l'armée française et quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé de tout quitter. Je voyage et j'écris depuis 10 ans dans des contrées souvent isolées. Et en fait, c'était l'été 2019, donc il y a à peu près 2 ans, j'étais en Turquie que je traversais à pied sur un chemin qui s'appelle le chemin des Soufis, sur les traces du poète Rumi. Et au bout d'un mois de marche, j'étais victime d'une grave agression sur le sommet d'une montagne où on a essayé de me violer et de me tuer. On m'a étranglée plusieurs fois. Et du coup, il y a eu un grand travail de reconstruction quand j'ai été rapatriée en France pour pouvoir surmonter ce traumatisme que j'avais vécu, pour reprendre confiance en moi. Donc, j'ai fait un psy, etc. Et en fait, à un moment, moi qui marche depuis des années, j'ai vraiment senti cet appel du corps, de mon corps, qui m'a poussée à poursuivre cette marche qui a été brutalement interrompue en Turquie. Et évidemment, j'allais pas retourner au même endroit. Donc, à un moment, c'est brutalement, je me suis dit, je vais partir dans un endroit sauvage et mon regard s'est porté sur la Patagonie. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher des informations sur comment je pouvais traverser la Patagonie à pied, parce que vraiment, ma condition essentielle, c'était marcher plusieurs mois et marcher seule et découvrir une Patagonie hors des sentiers battus, parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, du moins dans le monde de l'avant Covid, la Patagonie était devenue quand même plutôt touristique en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fouillant sur Internet, l'existence de ce chemin donc, qui s'appelle le Greater Patagonian Trail, le GPT, qui est un chemin entre guillemets qui n'en est pas un. C'est comme ça que son fondateur le définit. Il a été créé officiellement il y a 3 ans. C'est un chemin qui est non balisé. Et en fait, c'est plus un réseau de chemins. Donc, c'est pas un chemin type GR ou type, je sais pas, GR20, type Compostelle, vous savez, où c'est quand même bien balisé. C'est un chemin, en fait, qu'on peut parcourir uniquement si on a les tracés GPS qui empruntent à 80% des sentiers d'animaux. Quelquefois, il y a des sentiers un peu plus tracés ou des choses un peu plus touristiques, mais c'est vraiment marginal. Et en fait, c'est ce qui m'a plu, c'est que c'est un chemin qui est extrêmement sauvage, d'où son nom, le Greater Patagonian Trail, qui est le chemin de la plus grande Patagonie, où en gros son fondateur, qui est un ingénieur allemand, a voulu faire découvrir une Patagonie autre que celle qu'on pouvait découvrir à travers les guides touristiques. Et du coup, donc ce chemin, en fait, il fait à peu près, enfin, l'heure où je l'ai parcouru, parce qu'il évolue tout le temps, parce que justement, avec l'enrichissement des données GPS, c'est un réseau qui fait à peu près, je crois, c'est à 3000 kilomètres qu'on peut parcourir. Donc, il part du centre de Santiago du Chili, donc, la capitale du Chili, et qui va jusqu'en Patagonie, donc côté Argentine, jusqu'à El Chalten. Aujourd'hui, il a été prolongé, donc il va jusqu'en Terre de Feu. Et en gros, en 3 mois, vu la difficulté du chemin, donc c'est un chemin qui est à fort dénivelé, comme j'ai dit, qui est extrêmement sauvage, qu'on peut pas parcourir sans être équipé d'un GPS. En 3 mois, en fait, moi, j'ai réussi à parcourir à peu près 1500 kilomètres, très précisément 1492 kilomètres. Donc voilà, alors avant de vous en dire plus sur ce chemin, sur les paysages que j'ai parcourus, j'ai monté un film récemment qui fait 24 minutes, donc je vous propose qu'on le visionne tous ensemble et ensuite je réponds à toutes vos questions sur cette aventure. Ciao, colère! Hé!
2 décembre 2019, je pars, seule, au bout du monde. Je pars sur l'autre continent, l'autre rive. Je pars pour marcher sur le Greater Patagonian Trail, un chemin extrêmement sauvage qui descend jusqu'en Patagonie. Ce voyage pourrait être un voyage comme les autres, une aventure pour m'ouvrir, pour découvrir. Mais j'arrive au Chili dans un vent de violence et de révolte qui court partout dans les rues. Estas protestas iniciaron porque el presidente Santiago Piñera anunció un incremento en la tarifa del metro. Performance. Exigimos respeto por ser mujeres. Y la letra... Le feu me poursuit. Il y a des feux qui peuvent être longs à éteindre. Mon feu porte le nom de stress post-traumatique. C'est un feu qui peut revenir sans prévenir. Et quand il revient, ça fait mal. Le soleil me brûle. Les cendres m'écorchent. Mais ce qui me blesse le plus, ce sont les souvenirs. 4 mois plus tôt, j'ai connu l'horreur. J'échappe à la mort en Turquie, dans une agression sexuelle un matin, au sommet d'une montagne. Il m'étrangle plusieurs fois et essaye de me violer. Mais je parviens à m'échapper. Je suis venue ici pour retrouver mon souffle, pour me retrouver, pour me recréer, pour m'éloigner de la femme qui a été brisée. Mon traumatisme m'a rendue aveugle à la beauté. Je marche sans être là. Je suis comme anesthésiée. Face aux merveilles, je ne ressens rien. Quand on est face à ça, on a juste envie de tout oublier. Il n'y a plus de traumatisme, il y a juste soi avec le monde, avec les éléments, avec la nature. Il y a juste la vie. Cette vie, je la cherche en moi. Oublier l'horreur est impossible. Mais ces pierres de lave me murmurent que je peux la dépasser. Quelque chose s'ouvre en moi. Je vois. Je vois la beauté du volcan. Je vois les rivières, la glace, la neige. Je vois que je suis là. J'étais en train de monter et je me disais que pour la première fois, je me sens vraiment libérée. Franchement, je suis trop contente. Il n'y a pas d'autre mot. Alors là, je vous présente le scénario catastrophe. Sous une grande nuit étoilée, je me réveille. Il y a une grande rafale de vent.
Et il y a un arceau de ma tante qui casse. Et cette nuit, je me suis dit, bah, ça pourrait être pire. Il faut juste que je me protège devant. Au moins, il ne pleut pas, puisqu'il y avait plein d'étoiles magnifiques dans le ciel. Et ce matin, je suis en train de rêver qu'il pleut. Je me réveille à 6h du mat et il pleut. Il pleut et c'est la galère parce que, bah, comme forcément ma tante est complètement bancale, j'ai mis des élastiques pour la relever. Eh bien, l'eau commence à rentrer, donc bon bah souhaitez-moi bon courage. Il va falloir que je range les affaires vite fait en faisant le moins de dégâts possible, qu'il y ait moins d'eau, moins d'affaires qui prennent l'eau et joyeux Noël. Je le prends avec le sourire parce que déjà j'ai choisi d'être là, il n'y a personne qui me force à être ici. Et puis voilà, ça fait partie de cette mentalité de combattant qu'il faut avoir dans la vie. Voilà, si on est capable de lutter contre les éléments, on est capable aussi de faire face aux événements, y compris les plus durs. Je combats contre mes propres démons. Ma colère, ma culpabilité, ma haine, ma honte se dissolvent. La marche me purifie. Tout passe, même la plus terrible des tempêtes. Je traverse la région des Pewenche, le peuple de la forêt. L'araucaria est leur arbre sacré. Ma révolte contre la violence du monde est toujours présente, comme ces arbres. Mais elle ne me brûle plus. En marchant, cette révolte, je la transforme. Quelque part, je me dis que sans mon agression en Turquie, j'aurais jamais eu le désir de venir ici pour pouvoir me reconstruire. Et je découvre une région d'une beauté hallucinante. C'est comme si la vie, à chaque épreuve, prenait une couleur différente, mais plus éblouissante. C'est comme si la vie, après chaque épreuve, elle montait d'un cran, elle franchissait une nouvelle étape pour nous dire, voilà, tu t'es élevé intérieurement et voilà ce que je peux t'offrir aujourd'hui. C'est quelque chose de beau. Les Mapuche disent de la nature qu'elle est un temple. La terre est notre mère. Son souffle, c'est le groove, c'est l'esprit. Il me guide, il me nourrit. À l'intérieur de moi, je retrouve le goût du silence. Bonne nuit.
Là, j'en peux plus. Je suis totalement coincée dans les bambous avec les mouches, là. Les mocacabayos qui me tournent après. Je sais pas comment je vais faire. Je suis carrément... En fait, il faudrait une machette, mais bon, voilà. Si personne ne le dit, je peux pas savoir. Voilà, bon. Faut que j'y retourne. Voilà ce que ça fait avec les bambous. Il se raccroche à moi. La forêt veut me garder avec elle. Il me faudra 7 heures pour abattre 2 kilomètres dans cette jungle de bambous. En respirant fort, je repousse ma panique et je m'abandonne à la forêt, déterminée à l'écouter, à la laisser me guider. Vous entendez? C'est le son du miracle, l'eau. Je t'aime, oh! Ah, je t'aime, cordillère! C'est boisson énergétique naturelle. Harina tostada, sucre et eau de la cordillère. Les arbres, les bambous, la terre, l'eau, l'air. Je ne fais plus qu'un avec les éléments. Connectée à la nature, je deviens une femme sauvage, libre. Je me sens bien, je me sens calme. Je respire, je respire, je respire. Librement, calmement. Je me sens libre. Et je crois que ça, c'est une chance inestimable. Je me sens moi. En mapuche, cela signifie qu'il n'y a pas de vie sans eau. Je médite sur l'eau. Un mot me vient. Fluidité. L'art du lâcher-prise. Pendant 2 jours, je prends un ferry pour descendre plus au sud,
en passant par les fjords. Le ciel de la Patagonie m'offre son jeu d'ombre et de lumière. Un jeu imprévisible. Même si je me suis retrouvée, même si de nouveau j'ai touché à la tranquillité, la lutte ne s'arrête jamais. La vie est un cycle éternel, de la rage à la paix, de la violence à la beauté. J'ai dépassé les 1000 kilomètres de marche. Face au Cerro Castillo, j'écris, porté par la légèreté. L'inspiration est un souffle sacré. Quelle plus grande joie que de s'élever vers un ciel rempli de bleu. De l'aube au crépuscule, j'apprends à prendre le temps. Le temps de la guérison. Le temps de la reconnexion. Seule, je ne me suis jamais sentie aussi peu seule. Je cohabite avec la lumière, avec le pouvoir d'être et de devenir. S'il y a un mot que je peux extraire de ce voyage, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement, je pense que c'est le meilleur remède à n'importe quel mot, parce que finalement ça nous sort du passé, ça nous sort du futur et ça nous plante, ça nous ancre brutalement dans le présent, parce que juste on s'arrête et on est là. Wow. Ce voyage m'apporte la force. Cette force me porte par-delà la fatigue, par-delà les douleurs, jusqu'au glacier de Patagonie. Depuis les crêtes, je plonge dans l'univers de l'extraordinaire. Quel est le réel? Quel est l'irréel? N'est-ce pas un long rêve que je vis? Je sens la présence des anges dans le ciel. J'étais vraiment au seuil de ma propre mort et finalement je suis revenue et j'ai pu me battre et tout ça, ça tient que en quelques instants. Je me suis battue pour vivre, pour... Eh bien rien que ça donne du sens à l'existence. Cette vie pour laquelle je me suis battue, cette vie finalement qui m'a été donnée parce que à quoi ça tenait? À 1 seconde, 2 secondes, peut-être quelques millièmes de secondes, j'en sais rien. Et si on doit appeler quelque chose un miracle, eh bien pour moi je pense que si je suis là aujourd'hui, sur cette montagne, sur ce grand chez moi,
c'est grâce à un miracle. La vie, ce miracle, ça ne tient qu'à un souffle. Le souffle de la joie, le souffle de l'amour, le souffle de l'âme, le souffle de la terre. Ce souffle, je m'y suis raccrochée. Ce souffle, j'y ai cru. Aujourd'hui, c'est lui qui me porte. Plus loin, toujours plus loin. Bon. Eh bien, rebonjour Linda, merci d'être présente avec nous ici à la case, sur le plateau qu'on a constitué pour animer ce parade. Et donc là j'aurais une première question à poser par rapport à effectivement le sens que tu voulais donner à ce voyage-là, le but que tu t'étais fixé, c'est-à-dire d'essayer de se reconstruire, de faire une nouvelle expérience pour oublier effectivement les mauvaises expériences que tu as eues précédemment. La première question qui vient, est-ce que tu as atteint ce but-là de te reconstruire, de trouver une nouvelle ressource dans ce voyage-là? Me reconstruire, oui. C'est-à-dire que oublier, c'est impossible. Oui. On n'oublie jamais l'horreur. En fait, c'est ce que je dis, notamment à la fin du livre que j'ai écrit. Là, j'en parle pas dans le film, mais je dis que voilà, c'est une cicatrice qui reste gravée à jamais. Par contre, ce voyage, il m'a redonné la force. Et c'est ça que finalement, je me remercie de m'être écoutée par rapport à ça. C'est-à-dire que en marchant, j'ai appris à accepter ce qui s'était passé et j'ai compris qu'en acceptant, ça voulait pas dire que j'étais d'accord, mais et du coup, ça m'a permis aussi de me détacher dans les émotions par rapport à l'événement que j'avais vécu. Parce que quand j'arrive au Chili, je pense aller mieux parce que j'ai fait 3 mois de thérapie assez intense avec le psy. Sauf que très rapidement, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de colère, de haine, et j'ai perdu confiance en moi. Et ça a été hyper compliqué à accepter parce que ça faisait déjà plusieurs années que je voyageais seule et j'avais complètement, j'arrivais plus à m'écouter et j'avais perdu mon sens de l'intuition. Et en fait, pas après pas, semaine après semaine, parce qu'en fait, j'en retouche, je suis partie 3 mois, ma confiance, mon intuition, la confiance en moi, mais aussi la confiance en l'autre, tout ça, c'est recousu au fil de ce voyage. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce voyage m'a apporté la force. À un moment, j'en parle dans le film, parce que finalement, en rentrant de ce voyage, je me sentais encore plus forte parce que j'ai réussi à dépasser cette épreuve. Et je pense que c'est par rapport à ce que j'ai vécu, mais c'est par rapport à tous les événements dans la vie. Souvent, on se demande pourquoi, à un moment, pourquoi on vit des choses qui peuvent être dures comme celle-ci. Et finalement, quand on arrive à dépasser ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est quelque chose qui nous rend encore plus forts dans notre être et dans la volonté. Parce qu'à un moment dans le film, tu as une phrase qui est assez forte parce que tu dis que tu cherches à chasser tes démons, à regagner effectivement cette confiance-là. Et donc, c'est vraiment ça qui était le but de ce voyage-là. Et tu as choisi alors d'y aller en Patagonie, sur ce nouveau Patagonia Trek. Est-ce que tu t'attendais à avoir des conditions difficiles, comme on a pu le voir sur certaines images? Et est-ce que tu allais réellement chercher cette difficulté-là pour pouvoir reprendre cette confiance en soi, quelque part? En fait, j'ai vraiment eu, comme je disais tout à l'heure en intro, j'ai eu cet appel du corps qui me dit il fallait que je renoue avec le mouvement et que je renoue avec la marche. Patagonie, bout du monde, tout collait, c'est-à-dire que je suis appelée depuis des années par des régions isolées, sauvages.
Mais après, la difficulté, j'avais lu que ce chemin déjà était très peu connu, il était difficile, il était sauvage. Sauf que je suis partie très rapidement. Je suis partie en un mois, donc je m'étais pas vraiment préparée à ce qu'il soit aussi difficile. J'avais pas vu vraiment de témoignages très précis sur le chemin. Et je suis partie en répondant à cet appel. Et en fait, effectivement, quand j'ai été les premiers jours de marche, ils ont été extrêmement douloureux physiquement parce que, en plus, j'ai commencé par la région des volcans. Donc, en fait, je marchais c'est ce qu'on voit au début du film, la cendre. Donc, ça ressemble à du sable, en fait. Donc, du coup, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Il y avait le soleil qui était hyper violent et j'avais pas pris de crème solaire. Enfin, j'étais pas assez préparée parce que je suis partie rapidement et parce que mon esprit était pas là. J'étais encore, en gros, coincée dans mon traumatisme. Puis la troisième difficulté que j'avais, c'est que je me suis rendu compte que c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Mon corps était là, mais mon esprit n'y était pas. J'étais dans des paysages extraordinaires, mais je ne me voyais pas. Et du coup, pour la première fois de tout ce que je fais, je dirais, toutes les épreuves que j'ai pu traverser, à un moment, je me suis dit, c'est trop dur, je vais arrêter. Et à un moment, il y a mon autre moi, en fait, il y avait ce combat intérieur qui me dit, mais non, c'est pas possible, t'es en train de voyager, c'est ce que je suis, quoi, c'est ce que j'aime. Je dis, mais tu fais ce que tu aimes. Enfin, je vais parler à moi-même parce que j'étais toute seule. Donc, et je me dis, mais non, tu vas pas abandonner. T'es dans un endroit hallucinant. Et du coup, c'était un combat contre moi-même jusqu'au moment, c'était à peu près 3 semaines dans le voyage. Je me suis retrouvée, je me suis reconnectée à moi. Et c'est là où finalement, j'ai retrouvé la vue, où je me suis de nouveau émerveillée par rapport à ce que je voyais. D'accord. Et donc, tout à l'heure, on a discuté un peu en off, mais c'est toi qui as toi-même réalisé les images, le film, le montage, la réalisation. Et quelque part, la réalisation du film, ça faisait aussi partie de ton projet de voyage, c'est-à-dire que tu voulais aussi témoigner derrière, utiliser ce film-là pour témoigner, pour remontrer ce que toi, tu avais vécu et comment tu avais remonté la pente, quelque part, c'est ça? En fait, je voulais filmer parce que je savais que c'était un endroit isolé, il y avait très peu d'images sur ce chemin. Et en plus, j'avais toujours été frustrée par rapport à mes voyages précédents. J'avais jamais vraiment fait de film qui en valait la peine. Et là, je m'étais dit, je prends le matériel. Donc, en gros, pour les gens qui se posent la question, j'avais une caméra d'action type GoPro, qui est une Osmo, en fait, c'est un concurrent. Et puis, je suis partie avec un mini drone DJI, donc je sais plus, je dois faire 300-400 au départ, qui fait aussi caméra, mais que j'ai cassé les premiers jours de marche, en fait, qui est tombé et qui a pris l'eau avec une tempête, et du coup, voilà. Et en fait, donc je m'étais dit, je vais faire des images. Sauf que je ne savais pas l'histoire. Je ne savais pas encore l'histoire que j'allais raconter. Et c'est en marchant, en fait, donc à un moment, je faisais pas mal de monologues face caméra, en marchant, comme on voit dans le film. Et c'est là que je me suis rendu compte que la vraie histoire, c'était pas juste l'histoire de cette marche, qui était une marche que je conseille pour les gens qui cherchent des régions sauvages, dans des paysages extraordinaires, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était l'histoire de ma reconstruction. Mais ça, je m'en suis rendu compte sur le terrain. Oui. Je me suis rendu compte à quel point, comme on voit au tout début du film, j'avais encore cette colère qui me brûlait, en fait, qui me rongeait. Oui. Alors maintenant que tu as réalisé le film, tu essayes peut-être de le faire partager avec des organismes peut-être qui aident les gens à se reconstruire également, ou qu'est-ce que tu veux en faire de ce film-là, ou le présenter, le montrer comme exemple peut-être à d'autres personnes? Oui, c'est mon but, le film et le livre aussi, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle également Le souffle des Andes, qui est sorti il y a 1 mois et demi, début mars. Et ouais, mon but, pour moi, que ce soit le film ou le livre, c'est des messages, en fait. Certes, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience, mais derrière ça, en fait, j'ai voulu délivrer un message d'espoir, parce que souvent, dans le cadre d'agressions, et notamment d'agressions sexuelles, on en parle beaucoup ces dernières années avec le phénomène MeToo. On parle beaucoup de la libération de la parole, ce qui est un point essentiel. Mais il y a personne, ou trop peu de personnes qui parlent de qu'est-ce qui se passe après, comment on se reconstruit. Et moi, pour l'avoir vécu, je me suis rendu compte que, on pourrait parler de l'aventure, les difficultés de l'aventure, etc. Oui, bien sûr, l'aventure, c'est compliqué physiquement. Mais la reconstruction, et notamment quand on a vécu une agression, pour moi, c'est ça. S'il y a une vraie aventure, c'est l'aventure la plus éprouvante que j'ai vécue, et c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux encore avoir des retours traumatiques, je peux encore avoir des accès de panique, sauf que je sais aujourd'hui que c'est possible de dépasser ça.
Et c'est ça, c'est le gros pas que j'ai fait à travers la Cordillère des Andes, c'est que je pouvais dépasser ça. Et si je peux le dépasser, je sais que c'est possible pour tout le monde. Et donc, c'est ce message que je veux transmettre à travers le livre et le film. D'accord. Et justement, il y a une question de Patrick sur le chat qui demande si tu avais eu des rencontres également enfin, visiblement dans le film, on ne voit pas que tu rencontres beaucoup de personnes, ni d'humains, ni d'animaux. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer ces personnes-là ou est-ce que tu n'as pas eu non plus une nouvelle appréhension de faire de mauvaises rencontres? Ça a été le point le plus dur à affronter parce que, alors j'ai pas d'image dans le film parce que généralement je filme pas les rencontres par pudeur et c'était des rencontres très furtives. Donc j'ai croisé peut-être une dizaine de personnes en 3 mois, donc déjà très 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 peu de personnes, sauf quand j'allais me ravitailler dans les villages ou dans les villes parce qu'à un moment j'ai cassé mon matériel. Donc là, évidemment, je revoyais des gens. Mais sur le chemin, ouais, j'ai croisé extrêmement peu de personnes. Les personnes que je voyais, c'était ce qu'on appelle les arriéros. C'est les bergers des Andes. En fait, ils sont à cheval, ils gardent les chèvres et les moutons. Et en fait, ça a été très, très, très compliqué parce qu'en fait, c'était des hommes seuls qui arrivaient sur leurs chevaux. Et moi, la personne qui m'a agressée quand j'étais en Turquie, c'était aussi un berger. Donc, du coup, il y avait une sorte d'écho par rapport à ce que j'ai vécu. Et je sais que je les évitais dès que je les voyais de loin, alors que naturellement, moi, je suis quelqu'un qui va vers les autres. Là, j'évitais, je faisais des grands détours à travers la montagne pour m'éloigner des campements, jusqu'à un moment où, oui, il y en a un cheval, il m'a vu, il est arrivé vers moi par curiosité pour me dire bonjour, et en plus, il commençait à pleuvoir, donc il m'offrait son hospitalité, et j'ai refusé, chose que je n'aurais jamais fait avant, alors qu'avant, je cherchais à partager avec d'autres cultures. Et là, une fois encore, plus les semaines passaient, plus je me réouvrais entre guillemets normalement, sans bien sûr il y a toujours de la méfiance et j'ai toujours été méfiante auparavant, sauf que à un moment ça arrive, mais j'étais plus dans de la panique parce qu'à un moment on parle souvent de peur, etc. C'est pas de la peur. Quand on a vécu quelque chose comme ça, c'est de la panique, c'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de réfléchir, et c'est ça que j'ai dû dépasser. Oui, et justement il y a beaucoup de messages sur le chat qui te trouve très courageuse, que c'est un très beau voyage, un très beau témoignage. Merci. Donc voilà, je lis en même temps effectivement tous les commentaires qu'il y a sur le chat. Alors il y a quelques questions effectivement un peu plus pratiques de savoir comment tu as fait pour le poids de ton sac, la nourriture, l'approvisionnement, peut-être pas en eau parce que visiblement tu en as trouvé assez régulièrement, mais comment tu as vécu au jour le jour pour t'alimenter, pour les campements également, voilà. Alors, comme tu dis, l'eau, l'avantage de la Cordillère des Andes, du moins le bout de la Cordillère des Andes que j'ai parcouru, l'eau n'est pas un problème. Donc, autant au départ, je prenais un peu d'eau dans mon sac. À la fin, je buvais directement dans les rivières. Je prenais juste 1 litre, 1,5 litre d'eau dans mon sac et c'est tout. Pour les ravitaillements, le maximum que j'avais, ça c'était au début, je suis partie avec 10 jours de nourriture, ce qui était énorme. Du coup, j'avais un sac qui devait frôler 18-20 kilos. Donc, nourriture, en général, en fait, là-bas, j'essayais de faire local. Donc, du coup, je prenais du quinoa. J'avais quoi? Quinoa, fruits secs, chocolat, toujours pour avoir un petit peu de plaisir. Sinon, ah oui, pour le matin, j'avais de l'avoine. Et en fait, j'ai trouvé un truc qui était génial. Ça s'appelle, on le voit dans le film Harina Tostada, c'est de la farine grillée. C'est ce que les arriéros s'y prennent, les bergers. Donc, c'est hyper énergétique. On mélange ça avec de l'eau et du sucre. Et du coup, ça donne une sorte de coup de boost naturel. Et en fait, en moyenne, je partais en gros à 4-5 jours de nourriture en autonomie. Ça allait jusque 7 jours après. Et donc, en fait, ça, je calculais à peu près par rapport aux portions du chemin. Je voyais par rapport au GPS. Donc, je parcourais à peu près 20 km par jour. J'avais toujours 1 ou 2 jours de nourriture en plus. Donc, quand je savais qu'en gros, je faisais 100 km, ça faisait à peu près 5 jours. Donc, je partais pour 7 jours de nourriture. Et en fait, après, je faisais en sorte de bifurquer vers un village, en fait. Parce qu'en fait, même si c'est un chemin qui est extrêmement sauvage, comme la cordillère, c'est très étroit, c'est une sorte de long couloir montagneux, il y a toujours moyen de revenir, alors côté chilien, donc de côté ouest, pour retrouver un village et après faire du stop. Le stop au Chili est extrêmement facile. Et du coup, je retournais à un village ou une ville s'il fallait vraiment beaucoup plus de matériel pour le gros ravitaillement. D'accord. Et donc, quand tu as décidé de faire ce trek-là, sur cette nouvelle route, tu disais qu'elle n'était pas très connue, comment tu as en fait, toi, personnellement, connu ce chemin-là de randonnée? En fait, c'est en fouinant sur Internet. Donc déjà, si vous voulez les infos, vous pouvez aller voir sur mon site Internet, la page Chili, j'ai mis tous les liens.
si vous voulez voir les liens du Greater Patagonian Trail, le GPT. Et en fait, je me souviens, sur Google, j'avais tapé en anglais through hiking. Through hiking, c'est le nom anglais qui veut dire la grande randonnée Patagonia, et c'est comme ça que j'ai trouvé ce truc. Et en fait, c'est un ingénieur allemand qui a créé ce chemin qui s'appelle Jan Dudek, qui a fait un travail extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Il a créé un PDF qui est gratuit en ligne, accessible à tout le monde, qui doit faire, je sais pas, 400, 500 pages, qui est hyper complet. Mais je dirais pour ce chemin-là, mais pour la randonnée, c'est-à-dire qu'il a même analysé le type de pile, le type de batterie qu'on pouvait prendre en fonction du poids, en fonction de la durée, si on partait avec des panneaux solaires ou pas. Enfin bon, en gros, si vous voulez marcher en autonomie, vous devez lire ça parce que c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Ça m'a pris quasiment 2 semaines pour tout lire. Mais en fait, vraiment, si vous voulez faire ce chemin, lisez le PDF parce que c'est un chemin qui ne s'improvise pas. Ça, c'est vraiment important. Il y a des gens qui ne sont jamais revenus. Donc du coup, voilà, il faut savoir servir d'un GPS, avoir toujours quelque chose de secours au cas où. Donc voilà. D'accord. Alors, il y a une question également, c'est de savoir si tu étais professionnel de voyage, mais visiblement, tu as expliqué tout à l'heure en introduction que tu avais basculé d'une vie d'officier en gendarmerie vers une vie de voyageuse. Donc, aujourd'hui, tu vis de tes voyages et de tes récits de voyage, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, j'arrive. Alors, je dirais que c'est la situation avant Covid, Oui. Où je faisais des conférences. Je vivais surtout. Alors, c'est un mythe. Il y en a, je sais, qui disent qu'ils vivent de. Enfin, il y a quelques rares qui vivent de leurs livres, mais bon, c'est un sur, je sais pas, 100 000, ou de leurs films. C'est un gros mythe. Moi, je vivais surtout des conférences et des formations que je donnais en entreprise. Donc, je donnais. Dès que je rentrais de voyage, en fait, je suis gérée par un agent qui était responsable de conférencier, mais bon, ça c'était avant le Covid, puisque depuis 1 an, tout ce qui est conférences et formations en entreprise est complètement annulé. Et en plus, en parallèle, j'avais des contrats avec certaines marques pour l'image, en fait, qui cherchent des vraies femmes qui incarnent les valeurs d'aventure. Donc, du coup, ça me permettait d'équilibrer tout ça. Aujourd'hui, en fait, j'ai transformé mon activité, enfin, qui est en lien aussi avec ce que je fais, puisque je donne des cours de yoga et de méditation pour justement aider les gens à se recentrer sur eux, comment mieux gérer son stress, et puis de façon beaucoup plus ciblée par rapport aux agressions sexuelles. Et là, je m'adresse que ce soit bien sûr aux femmes, mais également aux hommes, parce que ça arrive aussi aux hommes, on n'en parle pas, mais c'est une réalité. Comment se réapproprier son corps grâce aux techniques que sont le yoga et la méditation, comment réapprendre à s'aimer, parce que c'est un long travail. Moi, je suis encore en train de travailler sur moi, qui se fait au plan physique, mais au plan mental, au plan émotionnel et aussi au plan énergétique. Et les techniques comme le yoga et la méditation sont juste des techniques hallucinantes pour pouvoir se reconstruire. D'accord. Donc, ça veut dire que demain, tu vas peut-être un peu t'éloigner du monde du voyage ou tu as de nouveaux projets de voyage. Est-ce que ce voyage en Patagonie t'a redonné le goût de voyager, tout simplement? Ouais, parce que de toute façon, j'ai ça dans le sang, j'ai ça dans mon ADN. Je voyagerai toujours. Je sais que je dirais que c'est plus des projets d'écriture, parce que j'ai vraiment pris goût à l'écriture. Là, c'est mon 4e livre que j'ai écrit. Et j'ai un projet d'écriture qui va me porter sans doute en Indonésie, parce que je suis d'origine indonésienne et je vais écrire l'histoire de ma mère et de ma grand-mère en Indonésie. Et puis après, ouais, c'est couplé ce que je fais à la transmission, parce que aussi avec l'âge, je voyage plus aujourd'hui comme je faisais quand j'avais 30 ans. Et donc, voilà, coupler la transmission de tous les messages dont je viens de parler avec le voyage et l'écriture. D'accord. Et donc, quelque part, alors je regarde s'il y a encore d'autres questions. On parle surtout effectivement le poids du sac, mais je pense que tout à l'heure tu as répondu entre le poids du sac, l'alimentation et peut-être l'eau également. Mais si tu as peut-être un conseil à donner à des femmes qui voyagent seules, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui et fort de ton expérience justement? Ce que je dirais, c'est, mais pour les femmes et pour les hommes, c'est valable aussi, c'est écouter son intuition, mais à 200%, c'est un vrai travail. Comment on écoute son intuition? Ça va être la question. La deuxième question, c'est l'intuition, c'est un langage du corps, c'est pas un langage du mental. Donc c'est quand on voyage et notamment seul. Bien sûr, il y a des risques, mais les risques sont partout. Mais bon, on va dire qu'ils peuvent être accrus dans certaines régions du monde et notamment pour les femmes.
Écouter à fond son intuition. Donc, à un moment, quand on sent pas quelque chose, quand on sent, voilà, moi j'appelle ça le petit quelque chose qui ne va pas, le petit grain de sable qui fait que on sent qu'on ne doit pas être là, eh bien, il faut partir. Et il ne faut pas se poser de questions. Le mental, après, va rajouter ses questions. Mais écouter son intuition, écouter le langage du corps, et ça, c'est vraiment essentiel. D'accord. Et donc, qu'est-ce que, en fait, tu préfères presque renoncer à une rencontre, renoncer à un hébergement si tu ne le sens pas, quitte à te mettre peut-être dans une galère pour essayer de trouver un autre lieu d'hébergement. Et c'est vraiment ça que tu recommandes aux gens, aux personnes de le faire, suivre son intuition. Et puis on verra bien ce qui va arriver. Voilà. Ah oui, pour moi, là, c'est l'expérience. Ça fait 10 ans. Ce qui m'est arrivé en Turquie, j'ai toujours un peu cette dualité. Je me dis, est-ce que j'aurais pu l'éviter ou est-ce que ça devait arriver pour les gens qui croient en une destinée, par exemple? Bref, c'est arrivé en fait. Ça, c'est un peu la conclusion de mon livre. Ça devait arriver. Le fait est que j'en ai tiré les enseignements. Mais en fait, pour répondre à ta question, c'est que quand je marchais sur ce chemin en Turquie, je sentais en fait que j'étais pas totalement à ma place. Donc sauf que voilà, rationnellement, je voulais découvrir ce pays, je voulais découvrir les traces de ce poète Rumi, qui est en plus quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'amour. Et donc l'ouverture à l'autre, et voilà, c'est un message aussi que je porte, parce que je pense que s'il y a quelque chose qui peut nous faire dépasser toutes les horreurs qu'on voit dans ce monde, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus fort. Et du coup, oui, c'est bien sûr, je préférais ne pas prendre. Quand on le sent pas, voilà, il faut pas se poser de questions. Point. Et l'idée de voyager peut-être à 2 ou à 3, c'est une option que tu envisages ou tu préfères rester voyager seul et puis te dire d'affronter peut-être les épreuves toute seule ou... Pour l'instant, j'ai toujours voulu voyager seule parce que moi, derrière les voyages, c'est vraiment cette histoire de connaissance de soi et quelque part aussi de favoriser les rencontres parce que c'est vraiment une quête intérieure. En plus, derrière, il y a une quête spirituelle qui s'est couplée à mes voyages. Et du coup, c'est un chemin très solitaire. Après, demain, je n'exclus pas, si j'ai envie de voyager seule, oui, mais si j'en ai pas le désir, disons que c'est pas quelque chose, je me dis, je vais partir avec quelqu'un parce que j'ai peur. Non, c'est pas ça que je me dis. C'est que si j'en ai envie, oui, je voyagerai avec quelqu'un, mais si j'en ai pas le désir. Alors, il y a une dernière question sur le chat de Patrick qui demande si tu es retourné en Turquie et est-ce que ça faisait peut-être partie du cycle de reconstruction? Non. Et tu veux pas? Non, plus jamais? Non, parce qu'à un moment, dire ça, c'est un peu la vie il faut pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Il y a un procès qui est en cours parce que mon agresseur a été arrêté, donc peut-être que je retournerai pour le procès. Peut-être que j'enverrai un avocat à ma place. Mais ça, c'est quelque part, je dirais que ça fait partie du traumatisme. C'est-à-dire que plus jamais je pourrais mettre les pieds là-bas. Oui, d'accord. Non, ça c'est clair. On peut très bien comprendre. Eh bien, on va conclure ce témoignage-là. Je vais reprendre en fait la phrase de Jean-Claude sur le chat qui dit « Bravo, merci pour ce témoignage qui redonne confiance et prouve qu'avec la volonté, on triomphe. » Merci beaucoup. Voilà, merci à tout le monde. On ne peut pas mieux conclure que par cette phrase-là de Jean-Claude. Et puis, on te remercie beaucoup d'être venu en présentiel ici à la case pour venir apporter ce témoignage-là qui est très fort. Et donc, on peut te retrouver ton périple et ton témoignage dans le livre que tu as publié, sur les réseaux sociaux, je suppose, sur ton blog également. Oui. Voilà. Linda Bortoletto et vous allez trouver. Et surtout le livre qui doit sans doute donner encore plus une autre forme de témoignage que le film. Oui, plus profond. Voilà. Donc, surtout pour ceux qui auraient vécu ça, c'est un message que je transmets. Merci Linda. Et puis maintenant, merci si tu veux conclure, si tu veux donner une dernière phrase, après on reprendra le cours du festival avec le voyage de Fabienne. Je te laisse conclure. Merci. Déjà, merci à toute l'équipe d'ABM pour cette invitation. Et puis, merci à tout le monde. Et puis, continuez de rêver, surtout, parce que en ces temps un peu étranges, c'est ce qui fait qu'on se dit on est des humains et c'est nos rêves, en fait. Il faut se raccrocher à nos rêves et ne pas abandonner, jamais. Merci. Bravo.